Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Si vous êtes une femme, vous avez certainement déjà entendu en rue ce genre de remarques. Putain, elle marche vite la meuf, wesh. Elle a vu je la regardais ou quoi? Qu'est-ce elle est belle. Vas-y, je vais la suivre un peu. De toute façon, j'ai rien à faire là, je m'ennuie. Parce que ma mère, elle serait fière de moi en plus. Putain, ces petites jambes là. Ah ouais, je lui ferai du sale. Faudrait que je la rattrape déjà. Non, je peux pas lui parler, je suis trop timide. Mais ce serait de la toucher direct et comme ça, avec un peu de chance, elle va accepter. Tu m'aguiches avec tes petites sapes là, tes petites sapes de lope, hein? Mais moi je vais te punir, tu vas voir, papa va te punir, hein? C'est pour sensibiliser au harcèlement de rue et faire comprendre aux hommes, notamment, ce que l'on ressent quand on est suivi en rue ou que l'on reçoit des soi-disant compliments sur sa tenue vestimentaire, par exemple, que Poésie masculine a été conçue. Une expérience immersive et sensorielle pour dire stop au sexisme et au harcèlement. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités en studio. Déjà, bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Nathalie Hérin, Frédéric Durieux et Gilles de Boncourt. Vous êtes tous les 3 des artistes engagés. 2 d'entre vous, artistes plutôt en art numérique. Et tous les 3, en tout cas, concepteurs de ce projet Poésie masculine dont vous allez nous parler. Et nous avons aussi Justine Bolsens. Vous êtes juriste et chargée de projet au Centre d'Action Laïque. Centre d'Action Laïque qui soutient donc cette expérience Poésie masculine. Alors donc on l'a dit, l'expérience elle s'appelle Poésie masculine et pourtant ce qu'on peut y entendre c'est tout, j'ai l'impression, sauf de la poésie. Oui, en effet, Poésie masculine, on a choisi ce nom parce que, comme vous dites à juste titre, les hommes ont l'impression de faire des compliments lorsqu'ils parlent aux femmes dans la rue, alors que c'est tout sauf des compliments. C'est une forme de poésie, une forme de sémantique. Et on a voulu avoir un titre qui ne soit pas vulgaire et qui ne soit pas rabaissant, en tout cas pour les femmes qui le disent. Et on aimerait que ça devienne une expression arrête ta poésie masculine. Donc, mot de code pour dire d'arrêter d'avoir ce genre de comportement, bien sûr. Alors, Gilles de Boncourt, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être un peu le principe? Parce que c'est donc un tunnel dans une sorte de boîte noire. Et comment ça fonctionne? Donc, c'est un tunnel de 8,50 m de long et 4 mètres de large, 4 mètres de haut. Et il y a des vidéoprojecteurs qui projettent sur des écrans faits sur mesure. Il y a des capteurs qui vous captent. Il y a du son en 3 dimensions qui vous suit. Et donc, on se sent vraiment... c'est vraiment très immersif. Et donc, les écrans sont interactifs. Donc, tous vos mouvements, en fait, font que ça fonctionne. Donc, oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Dès qu'on s'approche des écrans, l'écran réagit, les personnes nous regardent. Ces regards, en fait, sont assez impressionnants, ces regards vers nous. Oui. Alors ça a été une recherche de savoir comment on allait développer les médias pour que tout soit vraiment bien interactif, comment il fallait faire en vidéo, comment le découper. Donc c'est de la vidéo un peu, on va dire, comme un film d'animation, parce qu'on a transformé cette vidéo en image par image, et on peut contrôler l'image par image en temps réel, en fait. Voilà. Alors, Frédéric Durieux, finalement, comment vous est venue cette idée? Eh bien, Nathalie et moi et Gilles, nous avons des filles, et ces filles, elles nous relatent ce qui se passe dans leur quotidien. Et on s'est dit que, en tant qu'artiste, on pouvait peut-être faire quelque chose. Et puis, en fait, donc c'est Gilles qui a eu l'idée originale. Et en même temps est arrivé ce Covid. Et donc, en tant qu'artiste, le Covid, ça voulait dire plus d'exposition, donc plus de travail. Et donc, on s'est dit, on va utiliser tout ce temps. On avait bien compris que ça allait durer un peu de temps, cette histoire de Covid. Et donc, Nathalie et moi, nous vivons dans le sud de la France et... il y a beaucoup de grandes salles des fêtes dans les petits villages comme ça, qui étaient donc du coup pas utilisées. Et on a été voir un maire, donc c'est le bourgmestre local, et on lui a demandé est-ce que cette salle, on ne pourrait pas nous la prêter pour faire ce projet. Et bien sûr, tout de suite, ils se sont dit bien entendu. Et donc du coup, on a eu des grandes salles tout à fait gratuitement pour pouvoir imaginer, concevoir, construire cette énorme installation. Voilà, c'était une très belle aventure. C'est vraiment, en fait, cette installation, c'est un enfant du Covid. Enfin, quelque chose de positif. Enfin, quelque chose de positif. Alors, Justine Bolsens, vous avez vous testé l'expérience. Alors déjà, peut-être, comment vous êtes sentie vous-même dans ce tunnel? Comment vous l'avez vécu?
Je trouve que c'est une expérience assez prenante et on en sort un peu chamboulé parce que ça nous clairement remémore des moments, des situations de harcèlement qu'on a vécues. Ça nous fait penser aussi à des histoires qu'on nous a racontées ou qu'on a vues. Et donc je trouve que c'est assez fort. Alors que je suis une femme et que je travaille sur ces questions-là, donc je connais les chiffres, mais là c'est tellement immersif que ça refait ressortir un peu toute la peur, le dégoût, le stress qu'on peut ressentir dans des situations de harcèlement qu'on peut vivre. Ouais, c'est vrai, je l'ai moi-même testé, je trouve qu'on est chamboulé, on a un malaise, quelque chose qui est un peu perturbant, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a une des choses qui moi m'a marqué par exemple, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Est-ce qu'en rue, les femmes qui relatent des expériences d'harcèlement, c'est ça aussi qu'elles ressentent, le fait que les harceleurs, ils sont partout? Oui, je pense qu'il y a un peu deux constats qu'on pose régulièrement sur le harcèlement. C'est que déjà, il se déroule un peu partout et tout le temps. Donc, dans tous les milieux, que ce soit à l'université, dans le milieu sportif, dans le milieu professionnel et évidemment dans la rue. Et puis là, l'installation permet vraiment de comprendre que c'est difficile d'y échapper. Les échappatoires sont vraiment rares parce que dans la rue, quand on va retrouver un témoin et une victime, souvent, ils vont avoir du mal à réagir parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent juste pas comment réagir. Parce qu'ils intériorisent les violences, parce qu'ils les banalisent. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils qui permettent justement de réfléchir à comment est-ce qu'on peut réagir face à ce harcèlement. Il y a l'association Touche pas à ma pote, qui donne des formations stand-up, donc qui met en avant 5D, donc c'est 5 techniques pour réagir face au harcèlement et qui peuvent vraiment s'adapter en fonction de la personnalité du témoin ou de la personne harcelée. Il y a aussi la Fédération des centres de planning qui a publié un rapport et un outil pédagogique qui donne aussi un certain nombre de pistes. Et puis plus concrètement, il y a aussi la SBL Garance qui organise des stages d'autodéfense physique et verbale à destination des femmes. Et donc je pense que ça, c'est plein d'outils qu'on doit sur lequel on doit vraiment travailler pour gérer ces situations de harcèlement. Alors, je vous propose d'écouter peut-être des témoignages que vous avez récoltés à la fin de ce tunnel. Vous en avez récolté plusieurs. On va en écouter quelques-unes et vous réagirez juste après. La construction numérique, elle nous transporte dans quelque chose de beaucoup plus sensoriel en fait et beaucoup plus dérangeant. Quand des trucs un peu plus rationnels fonctionnent pas, ça, il y a un côté très émotionnel là-dedans et sensoriel qui peut peut-être marcher, quoi. Ça te donne conscience, en fait, dans une situation quotidienne, en fait, dans un métro ou dans une rue ou quoi, comment une femme, elle peut ressentir les choses, finalement. J'arrive même plus à parler parce que c'est vrai, c'est très bizarre. On ressent plein de choses, en fait. C'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Ça me met en colère parce que je me suis retrouvé dans la situation d'une femme qui se fait harceler dans la rue. Et c'est pas du tout agréable. Je sens vraiment comme comme toutes qui peuvent ressentir cette agression permanente. En tout cas, c'est assez bouleversant. C'est très bouleversant. On a été conditionnés, en fait, en tant que femme. Et, ça me fout un peu les boules, en fait. Mais la violence intériorisée des femmes comme moi qui ont subi ça... en tout cas, j'espère que votre œuvre fera son chemin. Alors, ce dernier témoignage, il est assez touchant, émouvant, bouleversant, j'ai presque envie de dire, parce qu'on sent que cette personne, le fait d'être passé dans le tunnel, ça fait ressortir des choses. Vous l'avez constaté plusieurs fois, ça, dans les témoignages ? Oui. Il y a eu quelques femmes quand même qui ont pleuré. Il y en a une qui est même sortie en courant. Il y en a une qui a hurlé à l'intérieur. Mais alors, ce qu'on a constaté, c'est évidemment, nous, on est un peu choqués. Enfin, on se demande, zut, on a peut-être raté notre coup. Mais en fait, après, elles nous disent, non, en fait, ça nous enlève le voile noir un peu psychologiquement. Vous voyez ce que c'est le voile noir, c'est que on met un voile sur ce qu'on vit tous les jours, on n'en parle pas, on n'ose pas en parler parce que c'est ridicule de dire que quelqu'un vous a demandé 10 fois votre numéro de téléphone ou vous a suivi dans la rue, parce que ça fait partie de la normalité des femmes aujourd'hui. Mais là, une fois qu'elles ressortent de là, elles se rendent compte au fait que en fait, toutes les femmes le vivent et que c'est le quotidien d'une femme. Elles sortent de chez elles et paf, ça commence. Donc ces femmes se sont mis une carapace
Et on ne se rend plus compte de la banalité du quotidien d'une femme, en fait, aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que le projet était vraiment de parler de ce qu'une femme vit au quotidien, et non pas, je veux dire, des actes dramatiques comme le viol et tout ça, qui peuvent être la conséquence de ça. Parce que si on n'éduque pas les hommes, eh bien, ça ne changera jamais, en fait. Notre idée de base, c'était d'abord de mettre des hommes dedans, bien sûr, pour vraiment leur faire vivre ce que les femmes vivent au quotidien. Donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une prise de conscience de ces hommes. On a eu aussi des jeunes hommes qui sortaient en disant « Écoutez, il faut que je vous avoue un truc, je me suis reconnu, j'étais comme ça avant ». Il y a des hommes qui sortent en colère parce qu'en fait, ils sont confrontés à leur miroir, quelque part. Beaucoup d'hommes qui disent, bien sûr, je ne suis pas comme ça. Et ça, c'est important. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais on s'est rendu compte aussi que quand on y mettait des femmes dedans, parce que les publics, c'est moitié de femmes, moitié d'hommes, donc forcément, elles sont les bienvenues. Et quand elles rentrent dedans, eh bien, c'est vraiment la libération de la parole. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Souvent, les couples, on les met main dans la main. Et lors de l'expérience, la femme commence à serrer de plus en plus la main de son mari. Et le mari se rend compte du stress qu'elle vive. Et donc, en sortant, elle explique à son mari, « Mais tu te rends pas compte, chérie, quand je me balade sans toi, tout ce qui m'arrive, je t'en parle pas, parce que voilà, mais c'est tout le temps, je dois faire des détours, je ne peux pas passer toute seule dans certaines rues à certaines heures, et certaines heures. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important que c'est une libération de la parole, et même au sein du couple, c'est important. Voilà. C'est vrai, Nathalie Hérin, quand on entend aussi les réactions, les gens disent, mais c'est vrai que le fait d'être dedans, d'être immergé dans tous ces commentaires d'hommes, fait aussi que ça touche à notre émotionnel, à notre sensoriel, et que du coup, on réagit plus fort, on le sent vraiment, on a vraiment l'impression que ça nous arrive à nous, et vous avez l'impression que du coup, c'était utile pour faire comprendre vraiment aux hommes ce qu'ils peuvent faire parfois. Disons que lorsqu'on est dans l'installation, c'est un concentré effectivement de ce qui se passe dans la réalité. Lorsque l'on est dans la rue, ça se passe par petits bouts, un petit peu chaque jour, un petit peu sur la semaine. On n'a pas autant de choses au même moment. Donc pour les hommes, ça remet dans une autre échelle ce que nous vivons de façon plus diluée peut-être, mais qui s'emmagasine et qui rentre à l'intérieur de nous. Et là, ils reçoivent une sorte de choc plus important. Et effectivement, on a compté là-dessus dans le sens où se concentrer les fait réagir. Parce que souvent, c'est quand même arrivé où ils disent « mais ça va, c'est pas si terrible que ça en fait ». Mais on aurait pu faire encore plus concentré peut-être, mais il fallait trouver un juste milieu. Mmh. Alors, Justine Bolsens, on le disait ici, il y a certaines femmes qui mettent en place des espèces de stratégies d'évitement pour éviter certains endroits où elles pourraient être sujettes à ce genre de sexisme, à ce genre de propos sexistes ou à ce genre de harceleurs. Ça existe vraiment des femmes qui mettent en place ces stratégies ? Ben oui, je pense que quand il y a vraiment une répétition de ces gestes et de ces agressions, encore plus que quand ça va être un fait à un moment donné, ben les femmes vont être un peu obligées de s'adapter, de trouver des solutions entre guillemets pour vivre avec le harcèlement. Et donc ça peut vraiment aller d'une petite chose, ça va être essayer d'adapter son parcours, mais ça peut aller jusqu'à déménager d'un quartier parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Ça peut être aussi s'empêcher d'avoir des activités à l'extérieur, modifier son apparence, et on peut aller plus loin, ça cause aussi d'autres dégâts comme l'anxiété, la dépression, le repli sur soi. Donc il y a finalement beaucoup de choses qui sont encore laissées aux femmes et dont elles sont les seules responsables et les seules personnes qui finalement doivent le gérer et s'adapter quand on parle de harcèlement. Et pourtant, en Belgique, le harcèlement de rue, les propos sexistes en rue notamment, sont condamnables. Donc il y a une loi qui existe depuis 2014, c'est ça ? Oui, donc il y a une loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public qui date de 2014 et qui dit clairement que les gestes et les comportements, donc c'est important qu'on prenne en compte les deux, qui se déroulent en public ou en présence de témoins, peuvent être punis à partir du moment où ils visent à considérer une personne ou à mépriser une personne en raison de son sexe ou de la réduire à sa dimension sexuelle. Et donc cette loi, ce qui est intéressant premièrement, c'est qu'elle permet de punir et d'agir concrètement et de sortir un peu d'une situation d'impunité dans laquelle on était depuis des années, mais qu'elle a aussi, elle demande pas un élément de répétition, ce qui est le cas dans le harcèlement comme défini dans le code pénal. Et donc ça rend compte finalement beaucoup plus de la situation du harcèlement de rue, où en fait ça va être
une chaîne d'agresseurs qui vont répéter les mêmes gestes, mais un harcèlement, ça va être une personne à l'égard d'une autre personne qui va avoir un comportement dérangeant, alors harcelant, qu'ici, c'est agresseur. effectivement plusieurs personnes qui ont des propos harceleurs et qui d'ailleurs se rendent peut-être parfois même pas compte qu'il y en a d'autres qui ont aussi ces propos-là et que finalement, c'est l'enchaînement et l'accumulation qui fait que pour la femme, ça devient oppressant. Oui, clairement. Et je pense que justement, la loi, elle permet de directement, dès qu'il y a un harcèlement, de stopper ça et de sortir un peu de cette impunité. Après, pour revenir un peu sur cette loi, elle n'est pas hyper efficace pour le moment si on l'évalue vraiment juste à l'aune de ces condamnations. Parce que c'est difficile d'avoir un chiffre exact, mais je pense qu'on doit tourner autour de 10, 12 condamnations. La dernière, qui moi je trouvais assez intéressante parce qu'elle a fait beaucoup de bruit au niveau des médias, c'était la condamnation du professeur de Kent, qui avait tenu des propos sexistes lors d'une conférence et qui avait été jusqu'à dire que les femmes veulent les privilèges de la protection masculine, de l'argent, mais qu'elles ne veulent pas ouvrir les jambes. Donc c'était assez fort. Mais il y a encore quelques années, on restait dans une situation où en fait, on allait dire que c'était de la liberté d'expression, etc. D'ailleurs, certains politiques sont ressortis quand il y a eu cette condamnation en disant c'est de la liberté d'expression. Non, en fait, il a écopé du coup de 10 mois de prison et de 8 000 € d'amende. Après, ça, c'est une condamnation, mais il y en a plein d'autres qui, évidemment, sont classées sans suite. Et un petit point au niveau de la loi, il n'y a pas que les condamnations, évidemment. Une loi, elle peut avoir aussi d'autres impacts. Je pense qu'un impact, c'est visibiliser le phénomène. C'est vraiment dire, en fait, le harcèlement, ça existe et on dit stop au harcèlement. C'est aussi, il y a un effet préventif et dissuasif qui est toujours assez difficile à évaluer puisque les gens, a priori, ne commettent pas l'infraction. Il y en a quand même souvent un. Et puis, l'effet symbolique que ça renvoie, comme d'ailleurs l'installation Poésie masculine renvoie, c'est vraiment de dire, en fait, on légitime les revendications féministes et on envoie un message assez clair à la société, on dit stop au harcèlement. Alors, en fait, les personnes qui reçoivent les plaintes, souvent des femmes, ce sont des policiers, des policières, et les policiers, ils sont venus déjà un peu dans votre installation, en avant-première. Comment ils ont réagi, ceux qui sont venus ? Eh bien, je vais vous dire qu'on était un peu stressés parce que c'est la première fois qu'il y avait des policiers qui venaient dans la structure, et franchement, c'était unanime, ils sont venus à 3. Et femmes, hommes, et ils ont trouvé ça dingue. Ils ont trouvé ça dingue et ils ont dit mais ça c'est un outil de sensibilisation énorme. Alors il faut faire très attention parce que ce qu'on dit toujours c'est que le projet doit être entouré d'associations, de psychologues pour que quand les gens sortent de la structure, ils soient accompagnés, qu'ils puissent discuter et enlever un peu leur haine ou ce qu'ils ont ressenti en fait. Voilà. Oui, ça nécessite en fait un encadrement. L'idéal, ce serait que ce soit un outil, mais qui soit accompagné par la suite d'animation. Tout à fait. Ce serait votre idéal ? Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est une partie du projet, en quelque sorte. Il y a l'installation et autour des salons de discussion qu'il faut absolument avoir avec des associations, des coachs, des psychologues, parce que lorsque l'on sort de l'installation, il se passe quelque chose, les gens ont envie de parler, ça ouvre au débat. Ça fait ressortir, comme dans le témoignage qu'on a écouté tout à l'heure, des émotions très fortes. Il faut accompagner les gens et on continue en fait la discussion en dehors de la structure, que ce soit pour les femmes bien entendu, mais pour les hommes aussi, pour continuer à leur faire prendre conscience. Et là, ce que j'entendais tout à l'heure, c'est ce que disait Justine à juste titre. Il y a des lois, des sanctions, mais il n'y a pas beaucoup de retour a priori sur la sanction. Et on espère qu'en prenant le sujet par un autre biais, en faisant subir le harcèlement donc pour les hommes, et tous les hommes ne sont pas comme ça, et ça on tient à le dire, on est vraiment dans quelque chose de très précis au niveau, c'est le harcèlement de rue pour ceux qui le font et ceux qui le subissent et ceux qui le vivent mal au quotidien et de façon régulière. Et c'est bien de pouvoir mettre les gens à l'intérieur et qu'ils le sentent dans leur pensée, dans leur chair. C'est autre chose qu'une sanction en fait. La sanction, ça reste loin et je pense que on se dit mais non, c'est bon, je ne serai pas attrapé, ça va aller, c'est pour rigoler, c'est pas grave. Mais là, on touche à autre chose, on touche à peut-être un sentiment, en tout cas c'est ce qu'on a cherché à faire. Aux émotions. On touche à des émotions, à du sensoriel, à son histoire et aussi donc à la fin de l'installation, on parle de que la personne qui est harcelée, ça pourrait être la sœur, la mère, la copine. Et du coup, on rattache à une vraie réalité, à la vraie vie, un harceleur. Du coup, si on le fait penser à sa mère,
à sa sœur, si on faisait ça à sa mère, à sa sœur, peut-être que là, il va se dire « Ah ouais, non, c'est pas cool en fait ». Donc, c'est une autre façon d'aborder le sujet, plus intimement, plus à l'intérieur peut-être. Oui, vous le disiez. Parce que je voulais rajouter qu'en fait, notre public, ce n'est pas que les adultes, bien sûr. En fait, on veut vraiment que les adolescents rentrent dans l'installation, parce que c'est ça, à ce moment-là qu'ils prennent les mauvaises habitudes, en fait. Donc, on a limité l'âge à 12 ans. On ne sait pas si c'est exactement le bon âge, mais voilà, on a travaillé avec une psychiatre. Et voilà, si les écoles pouvaient venir en classe organisée, on pense que c'est vraiment à ce moment-là que ça pourrait avoir vraiment un impact sur la population. Oui, c'est vrai que Justine Bunsen, ça pourrait être un bon outil de sensibilisation pour les VRAS, par exemple. Donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, on s'imagine que c'est vraiment un bon outil. Oui, et je rejoins Nathalie, c'est pas des sanctions pénales qui vont mettre fin à ces violences et à ce qu'on peut clairement appeler un fléau. Il faut mettre en place des politiques beaucoup plus éducatives et dès le plus jeune âge, parce que quand on parle en fait de ces violences, on parle évidemment de violences qui prennent leur essence dans un système de domination patriarcale et qui du coup impose aux femmes et aux filles de vivre dans un continuum de violence. Et donc c'est pas en essayant de trouver des petits arrangements pendant la vie que ça va fonctionner. Il faut en fait travailler de manière préventive pour éviter que ça se déroule. Et du coup, les moyens humains et financiers sont nécessaires. Et donc là, je pense qu'on a un outil de sensibilisation qui est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit un peu plus généralisé. Et les VRAS, ça, c'est un outil. Donc les VRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est un outil qui permet vraiment de travailler avec les jeunes dans un contexte intéressant parce qu'il est à l'école, donc il n'est pas toujours avec sa famille, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple de parler de sexualité, de consentement, de relations amicales ou amoureuses avec sa famille. Donc c'est très intéressant et c'est toujours donné par des professionnels qui travaillent depuis longtemps dans ce secteur. Donc c'est vrai que je pense que c'est un outil sur lequel il faut travailler. Oui, et en même temps, vous me disiez en préparant l'émission que l'éducation c'est important, mais que ça suffit pas. Il n'y a pas que l'éducation et que cette partie EVRAS qu'il faut mettre en place. Non, je pense qu'il faut clairement garantir aussi, on essaye de prévenir et puis si jamais ça arrive quand même, faut protéger les victimes en travaillant vraiment en réseau, en proposant des accompagnements spécifiques parce que tout le monde n'a pas la même réaction, la même sensibilité à des cas de harcèlement ou même de violence. Donc ça, c'est très important de pouvoir écouter ce dont a besoin la victime. Et puis, c'est aussi en poursuivant les auteurs. Et donc ça, moi, en tout cas, je pense que je le partage avec beaucoup de juristes et de personnes qui travaillent dans le secteur. Il faut réfléchir à l'application de cette loi et évaluer la loi 2014 parce que pour le moment, elle n'est pas efficace. Il faut faciliter le dépôt de plainte et il faut permettre un meilleur suivi à ces plaintes. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une action qui se doit transversale. Un grand chantier, on le voit. Alors, je m'adresse du coup aux trois concepteurs du projet. Ce projet, donc, il a été présenté là, pendant 2 semaines à Tour et Taxi à Bruxelles. Il y a des politiques qui sont venus visiter, on a dit des policiers. Globalement, quelles ont été les réactions? Quel était le sentiment? Comment ça s'est passé ces 2 semaines? Alors, les réactions ont été unanimes. Les gens ont adoré, c'est pas le terme, mais ont été surpris. Ça ne laisse pas indifférent. Quoi qu'il arrive, ça ne nous laisse jamais indifférent. Et les personnes trouvent effectivement que c'est un très bon outil pour faire prendre conscience, comme on disait, et pour les femmes, et pour les hommes, et pour les femmes. Oui, parce que reste vraiment 2 publics. Voilà, sont 2 publics parce qu'elles conscientisent le harcèlement, elles le débanalisent et elles osent en parler, elles osent faire attention. Maintenant, elles savent un peu mieux ce qui se passe. On a eu toutes sortes de profils de personnes et à chaque fois, effectivement, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Tout le monde était dithyrambique sur le sujet. Oui, il nous le faut. Après, il faut trouver comment ça s'organise et comment ça se met en place. Oui, parce que c'est vrai que vous cherchez encore notamment des financements. Oui, tout à fait. Alors, on est maintenant jusqu'au 11 février au Tour et Taxi, donc on invite les associations à nous contacter, les politiques et les potentiels sponsors pour nous aider à le développer et à commencer cette tournée européenne que l'on veut absolument faire par Bruxelles et ensuite le déployer dans toute l'Europe, la Wallonie, la Flandre. On a essayé de tenter de contacter beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui va venir, mais il en faut encore. Et donc,
voilà, on attend de l'aide parce que voilà, on a construit ce projet avec notre propre argent et quand même un peu d'aide du Centre laïque et aussi du Conseil des femmes, AG2R, la mondiale et tout ça. On a reçu un peu d'aide, mais ça fait 1 an et demi qu'on travaille sans revenu là-dessus. Donc voilà, ça commence à être chaud pour nous, quoi. Oui, alors un petit détail, c'est qu'on a donc notre site poésiemasculine.com et il y a un petit bouton faire un don. Et voilà, n'hésitez pas, bien sûr. Si le projet vous intéresse, moi, à tous les auditeurs qui nous écoutent, si ça vous parle, déjà vous pouvez réserver pour aller voir cette exposition. Alors à Tour et Taxi, donc normalement 17 février, ce sera le vernissage du 18 février au 17 mars. Donc ce sera l'expérience sera proposée sur le site de Tour et Taxi à tout le monde. En plus, après, ça devrait se déplacer à Namur, à Mons. On parle aussi de la France, de Tournai aussi. Je pense. Donc, il y a plusieurs dates qui sont proposées. J'ai peut-être aussi une question par rapport à l'infrastructure en elle-même. Alors, au-delà du sujet de fond, qui est évidemment, dont on vient de parler, et qui est très intéressant, quelque chose qui marque aussi, c'est la prouesse technique. Là, c'est quelque chose qui est quand même, voilà, qui est marquant. C'est cette prouesse technique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressortent aussi en se disant ça. C'est vous, Frédéric Durieux, qui êtes plus derrière ce côté-là? Oui, moi, voilà, ça fait 30 ans que je fais de l'art numérique, des installations, donc je code. D'ailleurs, ce code très particulier qui donne en fait des émotions finalement, parce que le but c'est de donner des émotions. On appelle ça de la poésie algorithmique. C'est un concept. On revient avec le terme poésie. Voilà. Et donc, techniquement, qu'est-ce qui se passe là? Donc, il y a des capteurs qui s'appellent des Kinect et qui permettent de savoir en temps réel la position du public dans l'installation, et donc du coup par code je peux faire interagir telle image ou ce sont des grands écrans et certains personnages qui sont à ce moment-là proches d'un public, et du coup c'est celui-là qui réagit en temps réel. Donc ça donne du coup une immersion totale. Il y a aussi le son qui est totalement tridimensionnel. Donc il y a 16 haut-parleurs répartis un peu partout, et donc le son sort vraiment de l'endroit où on voit un personnage, ou après évidemment dans les musiques etc., on peut faire tourner les sons, et donc il y a vraiment un côté totalement immersif. En fait on s'est vraiment basé sur le scénario, c'est un peu Alice au Pays des Merveilles, mais en version cauchemar. Au début on rentre dans quelque chose de très réaliste, on voit des vrais personnages qui dès qu'on rentre dedans tourne vers vous et vous suivent de regard en permanence, et progressivement ça rentre dans ce cauchemar, on passe dans un autre écran et les choses sont métamorphosées, et en fait c'est ce qui se passe en vrai pour une femme, donc elle est contente, elle se balade, et puis d'un coup crac, ça commence, et c'est le cauchemar qui voilà, et voilà, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Et à la fin il y a cette résolution qui c'est un écran final où vraiment il y a une voix de femme qui dit voilà, je suis ta femme, je suis ta fille, je pourrais être ta sœur, je pourrais être... Et cette résolution, elle est vraiment très importante, je pense, dans cette installation. Mm-hmm. Bon, alors, en tout cas, on le rappelle, donc ce site poésiemasculine.com, donc normalement jusqu'au 18 mars à Tour et Taxi, et donc après un peu partout en Wallonie, peut-être ailleurs à Bruxelles. Là, vous attendez des retours des différents bourgmestres et politiques, et vous attendez évidemment toujours du financement. Et puis, Justine Volsens, on rappelle, c'est un dossier sur lequel le Conseil des femmes francophones, le Centre d'action laïque, travaille beaucoup, parce que on n'a pas vraiment donné de chiffres, mais on estime que 98% des femmes aujourd'hui ont déjà vécu du harcèlement de rue. Donc c'est un sujet qui touche véritablement tout le monde. Merci vraiment à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle soirée. Merci, au revoir. Merci.